On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de Simon Richelieu qui propose des ateliers dans certaines écoles primaires sur les enjeux climatiques. Mais d'abord, parlons du Parc Safari, 49e anniversaire. Évidemment, il y a la pandémie, mais il y a surtout des nouveautés. Le Parc Safari d'Hemingford va entamer sa 49e saison, donc à l'aube de son 50e anniversaire. Et avec nous pour en parler, son président et fondateur Jean-Pierre Ranger. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et là, il y aura bien sûr des nouveautés cette année. Donc, pandémie ou pas, les activités continuent au Parc Safari. Le Parc Safari est ouvert, sera ouvert à compter de vendredi prochain. Et on était ouvert l'été passé aussi, quoiqu'on a perdu plusieurs jours. On a ouvert vers le 21 juin. Mais cette année, avec tout le monde qui se fait vacciner, on a confiance qu'on aura une saison complète avec quelques nouveautés dont nous allons parler. Bon, comment ça s'est passé l'an dernier, si on revient sur la saison touristique 2020, alors qu'on était donc au terme de la première vague et à l'aube de la deuxième qui a commencé plus tard, mais quel genre de saison touristique avez-vous eu l'an passé? On s'attendait à l'ouverture à un tsunami de visiteurs et ça ne s'est pas produit. Nous étions prêts avec l'ensemble des guérites qui sont disponibles à vraiment être débordés. Ça ne s'est pas produit. Ça a commencé très lentement. Et pour vous donner des chiffres, on attend en moyenne 300 000 personnes par saison. Il en est venu 110 000 l'an passé. C'est donc dire qu'au niveau des revenus, 4 millions de recettes au parc au lieu des 10 millions et demi attendus. Si vous vous demandez pourquoi j'ai les cheveux si blancs, j'ai mon teinturier est en grève. Et puis, oui, j'ai blanchi pas mal depuis les 18 derniers mois. Comment avez-vous réussi à passer au travers une année quand même difficile dans la mesure où, oui, il y a moins de visiteurs, mais les frais fixes sont quand même au rendez-vous? Je veux dire, est-ce que vous avez pu réduire un peu vos frais ou pas tant que ça? Ou si les subventions ont fini par vous aider un peu? Alors, la réponse à votre question, elle est que le gouvernement fédéral, le programme d'aide au salaire a été grandement utile. Ouais. La remise des emprunts qui sont différés de 12 mois ou 18 mois, dans certains cas, on est toujours en attente de décision finale, nous aide aussi. Et pour vous donner quelques chiffres, 300 000 personnes, c'est un chiffre d'affaires d'à peu près 8 millions et demi, 9 millions. Ouais. On attendait, à cause de l'ouverture du nouveau secteur aquatique, 350 personnes, donc 10 millions et demi de revenus. Il est venu déjà 110 000 personnes. Le revenu moyen par personne a augmenté et ça nous a donné 4 millions de recettes, plus l'aide gouvernementale d'à peu près 1,2, 1,3 millions pour tous les programmes qui ont été mis en place. Et vous avez raison, ça ne couvrait pas les frais fixes. Les frais fixes pour 450 animaux, 50 espèces, 35 employés permanents, c'est à peu près 6 millions par année. On ne s'en tire pas en bas de ça. Là. Ça coûte 6 millions au Palais de Parc. Donc, le déficit de l'année dernière est de 1,4 million de dollars. Et effectivement, c'était énervant, c'était stressant. Desjardins nous a supportés dans cette période difficile. Développement économique Canada aussi. Et les employés, ça va de soi aussi. Puis cette année, avec un peu de chance, tout va se replacer. Okay. Pas certain qu'il viendra 300 000 personnes, mais je ne serais pas non plus surpris qu'il en vienne 300 000 personnes à cause justement des efforts consentis par notre société à l'égard de la prudence à avoir à porter un masque. Tout à fait. Bien, c'est des bonnes nouvelles à entendre sur... c'est quand même une institution, évidemment, qu'on veut voir perdurer dans le temps. Puis l'autre chose, bon, il y a des, je ne sais pas, mais des compagnies qui, malheureusement, ont été forcées de ne pas opérer, bien, avec quand même moins de frais à assumer, donc des employés au chômage et tout ça, mais on convient chez vous qu'avec 450 animaux, pandémie ou pas, il faut s'en occuper. On peut pas les mettre au chômage, eux autres, les animaux, là. Ouais. Non, je me répète, les frais fixes ici, c'est à peu près 6 millions par année. Alors, c'est évident que on a comprimé les dépenses, on a réduit les frais autant que faire se peut. L'infrastructure qu'on a bâtie avec l'aide du gouvernement, le ministère du Tourisme, depuis maintenant 2 ans, n'a pas pu servir. Et c'est ça la grande surprise que les gens auront quand ils vont venir cet été en grand nombre. Ils vont trouver un parc tellement plus beau,
Ouais. secteur aquatique dans lequel on a fait nos premiers grands investissements, à savoir qu'on a construit l'Oasis tropicale, les gens vont trouver extraordinaire l'embellissement que le parc a entrepris de faire pour son 50e anniversaire en 2022. Bon. Et dernière question sur l'an passé, est-ce qu'il y avait des mesures qui faisaient en sorte qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, je ne sais pas, au niveau des installations aquatiques, ou est-ce qu'il y avait des restrictions qui limitaient un peu ce que font normalement les visiteurs chez vous? Monsieur Latour, vous avez tout à fait raison de soulever la question. Le restaurant service aux tables d'explorateurs n'a pas pu ouvrir. Ouais. Les jeux d'enfants, le parc Nishati, qui est un parc où les jeunes de 2 à 8-9 ans peuvent aller jouer dans des structures gonflables ou des pistes d'hébertisme, là où on a des obstacles puis de courses. Le labyrinthe que nous avons, qui est un grand site, un bâtiment de 800 mètres carrés avec un labyrinthe, tout ça s'était fermé. Le parc s'est converti aussi à des mesures de prudence en ayant un défilé à sens unique. Donc, les 3,5 km de sentiers piétonniers se faisaient à sens unique. Et vous savez quoi? Très heureuse surprise, c'est que les gens ont aimé ça, que la signalisation soit si claire. C'est grand le parc, hein? C'est 150 hectares de disponibles. Les gens se perdaient et c'est un commentaire qu'on entendait souvent. Hey, c'est difficile de se retrouver chez vous, ce qui était vrai. En faisant un défilement à sens unique, aucune plainte à cet effet-là. Les gens trouvaient ça agréable. Là, évidemment, comme je le disais tantôt, vous avez pu ouvrir entre la première et la deuxième vague, et là, on en est maintenant à la troisième qui s'étire. Là, sachant que la pandémie allait un peu perdurer dans le temps, comment on s'est préparé à la saison qui commence là, dans les prochains jours? Alors, M. Latour, on s'est préparé à la saison avec un recul. Toujours, c'est l'incertitude qui plane sur notre société, ou sur le monde entier, en fait, qui fait que je vous vois assis là, confortablement dans votre fauteuil. Ben moi, j'étais assis sur le bout de ma chaise tous les jours, puis même encore aujourd'hui. Là, on ouvre vendredi. Hein? Vendredi matin, 10 heures, ça commence. Et on sait qu'on pourra ouvrir parce qu'on a pu le faire l'an passé, mais les préparatifs, toutes les mesures de sécurité, les bouteilles dans lesquelles il y a des produits pour se nettoyer les mains, la signalisation sur le site, c'est un défi qui change, pas tous les jours, là, mais assez régulièrement, pour qu'on soit vraiment assis sur le bout de notre fauteuil, prêt à écouter ce que le ministère de la Santé demande. Et je suis heureux de vous dire qu'on a pu réagir rapidement à toutes les demandes et être un site hyper sécuritaire pour tout le monde. Là, parlons des nouveautés et entre autres des fameuses mini-maisons. Expliquez-nous un peu ce que c'est, parce que j'ai l'impression que ça commence à avoir beaucoup de demandes en ce sens-là. Les mini-maisons que vous évoquez s'appellent Coolbox, C-O-O-L-B-O-X. C'est une compagnie du Lac-Saint-Jean qui nous a fourni l'année passée 14 de ces mini-maisons, à peu près 225 pieds carrés. Il y a de la place pour 2, 4, 6, 8 personnes maximum, avec cuisine, douche, salle de bain, puis évidemment les lits pour accommoder jusqu'à 6 personnes. Le parc a ce projet depuis avril 2020 de bâtir un camping et clamping. Et le premier pas dans ce sens-là, c'est l'hébergement sur place, à proximité des animaux, où vous vous endormez en écoutant plus facilement les oiseaux qui sont pas loin, mais il n'est pas impossible que vous entendiez le rugissement des lions ou le bâillement des éléphants. Alors ça, c'est nouveau. Il s'est installé sur le site même et il y a une animation qui fait que les gens viennent pour une nuit, 2 jours. C'est assez... Écoutez, je peux vous dire 85 % taux d'occupation avec une préparation qui est de 24 heures. L'an passé, on a eu 24 heures pour lancer ça. Et on en prévoit 50 pour 2022. Ça, c'est l'objectif. Et c'est un succès total. Mais il y en a juste 14. Si vous voulez venir, il faut réserver tôt. Et là, les gens, dans le fond, ils sont là-dedans, dans ces mini-maisons, mais là, c'est vitré. On peut apercevoir les animaux à proximité des mini-maisons? Pas maintenant. Okay. Les mini-maisons, on les a placées sur un site qui était disponible. La génération prochaine d'installation du camping et du glamping, oui, il y aura de ces maisons Coolbox qui sont installées à proximité des endroits où il y a des animaux. Tout ça, c'est en gestation actuellement.
mais les décisions sur l'implantation exacte, parce que c'est quand même une infrastructure. Écoutez, on parle de 4 millions d'investissements, c'est pas... C'est plus que mon budget familial, là. Mais il faut que ça soit fait avec les architectes paysagers, avec l'électricité, l'eau, les eaux usées, les eaux de consommation, etc. Il y a une réflexion substantielle à faire. Mais ce que je vous dis, c'est que les 14 qui sont maintenant disponibles sont une expérience pour les familles irréprochable. Je comprends. Donc là, dans le fond, les nouveautés là, que les gens vont apercevoir là, à cette saison-ci, quand ils vont y retourner dans les prochains jours, prochaines semaines, ça va ressembler à quoi? Écoutez, l'attrait numéro 1 du Parc Safari, c'est le Safari Aventure. Et le Safari Aventure va recevoir en tout, je donne des montants, c'est vraiment 14 millions d'investissements. C'est beaucoup. On en a 10 de dépensés depuis 2 ans, donc personne n'a rien vu parce qu'il y a eu la COVID, puis il y a 110 000 personnes qui sont venues. Puis en 2019, le secteur aquatique n'a pas pu ouvrir. Mais dans le Safari Aventure, les transformations sont magistrales. À savoir qu'on fait des bermes, des talus pour cacher la vue d'une route à l'autre. Et ce qui s'en vient, ce sont les camions électriques. Ils ne sont pas arrivés encore, on les attend pour le mois de juin. Et la visite du Safari Aventure avec guide à bord d'un camion silencieux, électrique, qui va remplacer nos camions de brousse, ça va être extraordinaire. L'objectif cette année, c'est pas de servir, d'offrir à tous nos invités, parce qu'on n'aura qu'un camion à la fin juin, puis un deuxième à 3 semaines d'intervalle. La livraison nous amènera un camion. Donc, cette année, on commence en faisant des tests, mais l'évolution du Safari Aventure, ça va être extraordinaire. Et ceux qui auront le privilège de faire le tour en camion, je pense qu'ils vont avoir une très belle expérience. Parce qu'on se rapproche des animaux et on peut les nourrir. Ouais. Ça, c'est un élément de nouveauté clé du Parc Safari qui se transforme, puisque la totalité de cette somme de 14 millions s'en va dans le Safari Aventure. Si vous me permettez l'anglicisme, on va faire tout un show à la Disney. L'autre élément, moi, ça me touche personnellement, c'est d'avoir amené au parc, avec la coopération du Centre minéralogique de Montréal, de la ville de Charington, ici dans les jardins de la Pierreville, une exposition qui porte sur les minéraux et sur les fossiles. Alors là, je vais faire un peu de philosophie. Pour que nous soyons là aujourd'hui, depuis les 13 milliards d'années qu'on attribue la durée de notre système, de ce que l'on connaît de l'univers, l'évolution depuis la matière solide, les minéraux, nous amène avec la création de la vie par des réactions chimiques. Puis au bout de la file de cette continuum-là, on se retrouve avec des êtres pensants, des humains. Bien, dans le pavillon découverte, en très peu de temps, avec la coopération du musée Redpath de l'Université McGill, avec le Centre minéralogique de Montréal, le docteur M. Cornu, qui est un paléontologue, on a fait tout un show. M. Latour, j'ose dire que j'ai vu le Smithsonian, musée minéralogique à Washington. J'ai été terriblement impressionné. Ici, on n'est pas le Smithsonian, on n'a pas les millions qu'eux ont. Mais quand les gens vont visiter le pavillon découverte, ils vont voir quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs au Canada. Ça, c'est un nouvel élément de la programmation que le Parc Safari offre à ses invités. Jean-Pierre Ranger, merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente saison. Et puis, en souhaitant bien sûr que les mesures sanitaires puissent faire en sorte que vous puissiez, dans le fond, maximiser, disons, l'ensemble et le 100% de vos activités. Et au plaisir, bien sûr, de se revoir pour qu'on puisse parler ultimement du 50e anniversaire l'an prochain. Monsieur Latour, je veux vous parler aussi bientôt de l'ouverture du safari, du secteur aquatique, avec l'aménagement qu'on a fait de la descente du Nil, avec la recréation des sites naturels ou construits qu'on voit entre le lac Victoria et la pyramide de Gizeh. Il faut se parler de ça. Puis d'ailleurs, mais en terminant, le secteur aquatique, vous allez pouvoir l'ouvrir quand la santé publique va vous le permettre, je présume? Ah non, c'est ouvert, le secteur aquatique. Okay. On commence au début juin. Okay. Mais ce que je vous dis, c'est que le long du Nil, on a un investissement majeur du point de vue esthétique, que les parents et les enfants qui aiment l'Égypte, qui aiment les pharaons, Cléopâtre, c'est extraordinaire. Je vous enverrai des photos que vous pourrez montrer à vos auditeurs. Bien, merci infiniment, mon cher. Au plaisir. Merci infiniment à vous et bon été. Et santé. Santé.
Restez avec nous. On va revenir après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on rentre dans les coulisses du hockey? Absolument, avec le producteur senior au match du Canadien à RDS, Martin Brière, qui est avec nous. Il nous dirait d'arrêter, là, on a plus de temps. Ouais. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons des enjeux climatiques, mais parlons aussi d'un programme auquel est associé CIM au Richelieu. CIM, c'est le Centre d'interprétation du milieu écologique. On connaît bien CIM, évidemment, pour le Mont-Saint-Grégoire, mais CIM a aussi plein d'autres activités au sein de son organisation. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un programme qui s'appelle Carbone scolaire, mais regardez bien à l'écran comment il est écrit. C'est entre autres dédié aux écoles de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bref, on va tenter d'en savoir un peu plus avec Michel Durand de CIM au Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce que c'est d'abord le programme scolaire? Le programme scolaire, c'est un programme qui a été mis sur place par un organisme là, qui est dans la région de Québec, là, la coop FA. Et c'est un programme qui inclut 5 ateliers qui ont été développés pour sensibiliser les jeunes de 4e à 6e année au changement climatique et aux gestes qu'ils pourraient poser pour réduire les gaz à effet de serre, puis aussi solliciter leur famille, parce que c'est un programme où, bon, il y a des ateliers en classe, mais avec ça vient une plateforme web, des défis, des quiz auxquels toute la famille peut participer. Donc, il y a un effet multiplicateur. Là, quand CIM va dans une classe, d'abord, on y va 5 fois. Là, c'est 5 ateliers là, qui durent 1h30, 2 heures. Et puis... c'est étalé sur quelques mois, mais après, les jeunes, bien, ils vont en parler avec leur famille, ils peuvent faire des défis en famille, puis on espère qu'au final, il va y avoir un impact sur l'environnement. Bon, il y a combien d'écoles potentiellement qui peuvent vous recevoir? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire ou est-ce que c'est vous-même qui les interpellez? Bref, dans l'espace-temps, avec vos ressources aussi, là, donc dans le fond, vous pouvez faire combien d'écoles dans un laps de temps? D'abord, CIM est un des ambassadeurs qui a été formé par la coop FA parce qu'il y a vraiment une formation qui est reçue là, pour pouvoir animer dans les classes. Donc, nous, on se limite à la région là, de la MRC du Richelieu, mais on s'en va aussi là, à partir de l'année prochaine du côté de Saint-Hyacinthe, puis un petit peu du côté des cantons de l'Est, là, Commission scolaire Val-des-Serres. Mais en fait, ce qui est pas le nœud, là, mais ça nous prend un financement. Donc, on va chercher des partenaires financiers pour commanditer, si vous voulez, les ateliers. Donc, c'est un montant de 1 000 $ par série de 5 ateliers là, qu'on doit aller chercher. L'année dernière, on a réussi à avoir 3 commanditaires. Il y a eu la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'AREF, qui est... je l'ai écrit, l'association des retraités de l'enseignement, c'est ça? L'enseignement de la Fédération des enseignants du Québec. Et puis la Corporation Fort-Saint-Jean aussi, qui ont commandité. Là, on a déjà des commanditaires pour l'année prochaine. Donc,
Le nombre de commanditaires va limiter quand même. On est toujours à la recherche de commanditaires. Ça peut limiter le nombre d'écoles qu'on peut recevoir. Là, de ce que je comprends, dans le fond, à ce jour, il y a quoi? 6 classes, donc 4e, 5e et 6e année dans le territoire de Saint-Jean. Donc, à l'école Saint-Eugène, 2 groupes de 4e, Saint-Gérard, 1 groupe de 5e et Quatre-Vents, 3 groupes de 6e. Et ça va commencer à quel moment? Oui, mais il y a eu l'école Saint-Gérard aussi. Je pense ouais. qu'à Saint-Eugène, c'était juste un groupe, là, mais c'est pas très grave. C'est déjà fait. Là. On a commencé nos ateliers en décembre dernier. Et puis, je crois qu'il en reste seulement un atelier à terminer à l'école Saint-Eugène qui devait avoir lieu aujourd'hui, mais à cause de la grève, c'est reporté. Mais ça va se faire d'ici la fin de l'année scolaire. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a du virtuel ou du présentiel au travers de ça? Il y a eu un petit peu de virtuel, mais finalement, les écoles nous reçoivent. Mais il y a eu un petit peu de virtuel au début. Et qu'est-ce qu'on dit aux jeunes, dans le fond? De quelle façon meublez-vous le contenu de ces présentations-là aux jeunes du primaire? Alors, il y a 5 thèmes. Le premier atelier, ça va vraiment être pour leur expliquer c'est quoi des gaz à effet de serre, comment ça se fait qu'il y en a, puis c'est ça, pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est. Puis ensuite, on les initie là, à la plateforme web où est-ce qu'ils vont avoir une adresse de messagerie, puis on leur explique comment tout ça fonctionne. Les trois autres ateliers, c'est vraiment des thèmes comme la consommation. Alors, des objets qu'on consomme, mettons une bouteille d'eau, c'est quoi l'impact sur l'environnement? Le 3e atelier, ça va être sur l'énergie, les transports. Venir à l'école en vélo, bien, tu vas faire beaucoup moins de gaz à effet de serre. Fait que dans leurs défis, ils peuvent choisir là, justement de dire, bien, cette semaine, je vais venir 2 fois à l'école en vélo au lieu de me faire reconduire par mes parents. Et puis, là, on comptabilise le nombre de kilogrammes là, de gaz à effet de serre qui ont été réduits. Le 4e, c'est sur les matières résiduelles, donc recyclage, compost, la réutilisation aussi. Et puis, le dernier, bien là, après avoir vu tous ces éléments-là, les jeunes vont faire un message. Ils vont faire, ça peut être soit une petite vidéo qu'ils vont tourner en équipe ou bien une affiche pour sensibiliser les autres élèves de l'école là, à cet enjeu-là climatique. Bon, c'est drôle parce que je vous écoute puis je me dis, bon, je comprends que ça s'adresse aux jeunes du primaire, mais il y a peut-être certains adultes aussi qui auraient un certain bénéfice à recevoir votre atelier. Bien, oui, c'est d'où l'importance justement de la plateforme web parce que les enfants, ils peuvent après montrer ça à la maison, à la famille, puis toute la famille peut embarquer sur on mange moins de viande, on coupe un repas de viande par semaine, puis ça a un impact sur les gaz à effet de serre. On prend un petit peu moins l'auto, on va plus en vélo, on ne prend pas des bouteilles d'eau en plastique, on prend une bouteille réutilisable. Tous des gestes que oui, on le sait, mais des fois, en se le faisant répéter, puis en comprenant aussi, là, c'est quoi, là, concrètement, là, l'impact, ça a plus de poids. Oui. Mais vous savez, c'est drôle parce que, bon, moi, j'ai 50 ans, donc j'étais au primaire dans les années 70, puis de mémoire, tu sais, on commençait, mais tu sais, dans les premiers trucs, je me rappelle, on avait des ateliers à l'école Sainte-Jeanne d'Arc à Saint-Jean, on nous disait de fermer le robinet quand on se brossait les dents parce qu'on gaspillait de l'eau. Et là, on arrivait à la maison, puis on chicanait nos parents parce qu'eux, ils s'en foutaient, puis ils laissaient l'eau couler. Hein. Puis je présume que dans les années 80, 90, 2000 et aujourd'hui, bien, que ça passe un peu par les jeunes. C'est un peu les jeunes qui font des fois la morale aux parents puis qui changent un peu nos façons de faire, là. En tout cas, c'est une avenue, c'est pas la seule, mais c'est une avenue. Puis je pense que cet enjeu-là est tellement grand qu'il faut y aller sur plusieurs fronts pour avoir un impact. Donc, les jeunes d'aujourd'hui aussi, c'est les politiciens de demain, c'est les adultes de demain qui vont avoir à prendre des décisions. Donc, c'est pour ça à CIM, on travaille beaucoup à la sensibilisation des élèves là, dans les écoles. Bon, mais c'est ça, on connaît beaucoup CIM, évidemment, pour la gestion des sentiers au Mont-Saint-Grégoire. Aussi, évidemment, les fameux camps, les camps de jour, les camps d'été, là, qui sont très, très populaires, même à la relâche, ou certaines activités. Mais la sensibilisation dans les écoles, ça fait partie aussi du volet dans lequel vous êtes impliqué. Oui, depuis tout début quand même. Là, les ateliers en classe, on en fait depuis les années 80. Là, ça fait longtemps. C'est peut-être un petit peu plus des thèmes en sciences de la nature ou en sciences, mais là, c'est vraiment
un sujet plus environnemental. Là. Bon, Ouais. et d'ailleurs, il faut quand même le mentionner, parce que je trouve ça intéressant, la façon dont on l'écrit. Carbone scolaire, mais il n'est pas écrit avec l'orthographe habituelle. Il y a quand même un message là-dedans, là, juste dans le titre de l'atelier. Oui, bien, ERE, pour ceux qui travaillent en environnement, c'est éducation relative à l'environnement. Donc, ça, c'est la signification là, de ce sigle-là, de cette façon d'écrire. En terminant, est-ce qu'il est possible que cet atelier-là soit à nouveau présenté au moment de la prochaine saison scolaire 2021-2022? Ah oui, tout à fait. On a déjà des commanditaires qui se sont engagés pour l'année prochaine. Donc, les écoles qui sont intéressées peuvent nous faire parvenir leurs demandes. Souvent, ça peut être les enseignants qui ont déjà vécu l'atelier, qui ont le goût de le revivre une fois de plus avec leur nouvelle cohorte d'élèves. Et puis, nous, on fait des recherches pour aller chercher des nouveaux commanditaires. S'il y en a parmi les auditeurs qui voudraient participer de façon concrète là, à la sensibilisation des jeunes, ils peuvent communiquer avec SIM, puis on va accueillir leur commandite avec grand plaisir. Donc, avis aux enseignants, enseignantes, aux directions d'école, aux parents, aux enfants, bref, le groupe d'âge de 9-12 ans, en prévision de la prochaine saison scolaire. Donc, si vous avez le goût de recevoir SIM dans vos écoles pour parler de cet enjeu, des enjeux climatiques, bien voilà, le message est fait. Et bien sûr, on sera à la recherche de commanditaires. Merci beaucoup, puis bravo à SIM. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Plus que quelques jours pour les résidents des secteurs Sacré-Cœur à Iberville et Prévert à Saint-Luc pour répondre au sondage en ligne de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sur le projet pilote du 40 km/h en zone résidentielle. Donc, vous avez l'adresse actuellement à l'écran. Donc, si vous êtes visé par ce sondage, allez-y. Et ça va aider parce qu'après ça, si la Ville prend la décision pour la grandeur de la Ville au grand complet, bien, c'est important de savoir comment vous l'avez vécu, ce projet-là, dans votre quartier. À demain. Bye-bye.